Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors notre live ce soir, c'est rendu un rendez-vous hebdomadaire. Très content de vous voir. Alors encore ce soir, ben, on a des questions de psychologie et discussions concernant certains enjeux que vous avez proposés et qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que ces enjeux-là ben, sont pas seulement intéressants pour moi, je pense qu'ils sont intéressants pour tous. Alors, voici, moi, j'ai pas eu le temps là, de regarder chacune des questions avec un grand détail, fait que ça va être un petit peu plus improvisé, disons. Euh, bon, alors, commençons directement. Euh, Première question. Tu as pratiquement fait le tour du monde. Tu es allé en Éthiopie alors que tu étais dans une période difficile de ta vie. Suite à cela, est-ce que tu recommanderais aux jeunes de faire ce genre d'exil pour faire l'expérience de la solitude, de la peur, de l'anxiété, de trouver des façons de communiquer avec les autres? Très bonne question. Euh, je dirais absolument. Euh, je pense que c'est une nécessité absolue comme homme, comme humain et comme femme de se connaître et d'apprendre l'autonomie. Alors, c'est pas si simple que ça, apprendre l'autonomie. Euh, En fait, je l'ai appris quand j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à voyager quand j'avais 20 ans. Avant ça, je n'étais pas aussi intéressé que ça par les voyages. Et là, un moment donné, j'ai décidé d'aller faire le tour du monde, donc quand j'avais 20 ans. Et ça a été quand même un choc quand j'ai commencé à voyager parce que dans ma tête, ça allait être extraordinaire. Parce que le voyage, c'est très marketé comme tel. C'est supposé être le fun, et tu vis des aventures, puis là, tu voyages, puis tu es libre. Et donc, je m'étais fixé comme objectif de faire le tour du monde en un an, avec peu d'argent. J'avais jamais voyagé. Et j'ai réalisé à quel point c'est difficile à être seul. Mais c'est pas la solitude qui rend ça difficile, c'est le manque d'autonomie qui est difficile. Souvent, on confond les deux. On confond la solitude, la vraie solitude, dont on va parler un petit peu plus tard d'ailleurs, avec le manque d'autonomie émotionnelle. Bon, comment j'ai vécu ça, moi, personnellement? Puis je pense pas que je suis un extraterrestre, je pense que j'ai vécu des processus qui sont très normaux. Quand j'ai commencé à voyager, j'avais tout le temps une boule dans l'estomac. J'étais toujours anxieux. J'avais un grand mal de vivre. Je n'étais pas du tout heureux en commençant mon voyage. J'étais pas heureux. Je comprenais pas parce que j'avais travaillé pour faire ce voyage-là. Je m'étais dit, ben là, je voyage, je suis chanceux. Donc, sûrement, ça va être le fun. Euh, Puis, je n'étais pas capable de sentir le plaisir ou la satisfaction. Je me traînais comme une vraie méduse, comme un fantôme, comme un zombie. Je me souviens, c'était en Égypte. Puis, j'étais complètement malheureux, puis je comprenais pas, parce que je me dis, ben, je voyage, là, je fais ce que tout le monde rêve. Puis là, j'étais admiré de mes amis qui disaient, waouh, tu voyages, t'es chanceux, ça doit être extraordinaire, mais j'étais complètement démoli. Je me souviens, j'avais de la difficulté à dormir, j'étais vraiment, vraiment malheureux. Donc, ce tour du monde-là a duré presque un an. Et je me souviens, les 2, 3 premiers mois, ça a été probablement les plus durs de ma vie parce que je n'étais pas capable d'être heureux. Et j'ai réalisé très rapidement que je n'étais pas capable d'aucune autonomie. C'est-à-dire que je ne savais pas comment prendre des décisions, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas comment me rendre satisfait puis être content de mes propres décisions. Aucune idée comment faire quoi que ce soit de ça. Et j'ai réalisé que toute ma vie, j'ai été un bon employé. J'étais un très bon élève. Je suis très bon pour suivre des instructions, mais prendre des décisions, je suis vraiment pas bon. Et donc, là, quand j'ai voyagé tout seul, ben, j'ai réalisé que je n'étais pas capable de prendre de décisions. Je suis capable de faire des moves, je suis capable de faire comme un genre de semblant de décision. C'est-à-dire, je suis capable de faire des choses là, quand même, mais il n'y a pas de satisfaction. C'est comme, ça ne me donne rien. Je fais quelque chose, c'est comme si me retrouve devant rien. Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai vraiment compris c'est quoi s'agiter dans le vide.
puis essayer de se faire croire qu'on vit quelque chose. Puis j'ai réalisé que ben, c'était pas rien de spécial dans le voyage, c'est juste que c'était moi, c'était le niveau où j'étais rendu. Donc, quand on commence à voyager seul, tu as l'heure juste sur où tu es rendu dans la vie, à quel niveau d'autonomie et de leadership tu es rendu dans la vie. Et quand tu voyages avec des amis, tout ça, tu ne le vivras pas. Parce que ta relation, les gens autour de toi vont toujours être la première béquille émotionnelle. Aussitôt que tu vas être un petit peu déstabilisé, ton cerveau va aller se réfugier dans la relation pour aller stabiliser tes émotions à court terme. Donc, ta relation devient une béquille, c'est-à-dire de l'évitement. Et c'est ce que beaucoup de relations font. C'est très rare des relations qui sont vraiment, vraiment constructives. Souvent, les relations, c'est une béquille. Donc, quand tu voyages dans un endroit, puis tu as toujours tes amis autour, oublie ça. Tu ne peux pas te développer. C'est littéralement impossible. Je, veux dire, moi, je ne recommande pas ça pour quelqu'un qui te dit, moi, je veux me développer, tu pars seul. L'autre chose, tu ne peux pas partir. Si tu veux vraiment te développer, tu pars seul et pas une semaine, pas 2 semaines. Tu pars à coup de plusieurs mois parce que des mois, c'est long. Et, et le cerveau va, si tu ne parles pas assez longtemps, le cerveau réussit à éviter les émotions en disant faites-en pas, ça se termine bientôt. Faites-en pas, dans quelques jours, c'est fini. Donc, on s'accroche à l'idée pour éviter les défis. Donc, c'est fou comment que le cerveau travaille à ne pas faire face à ces défis, ces responsabilités. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais quand tu pars 1 an seul, le cerveau, là, il ne voit pas la porte de sortie, il n'a pas ses petits amis pour se réfugier, il n'y a rien. Il n'y a rien à part soi. Donc, tu n'as pas le choix de devenir ton meilleur ami et ce n'est pas si simple que ça. Donc, la réponse est oui, absolument. Je recommanderais aux jeunes de le faire. Pas nécessairement dans une tribu. Tu sais, une tribu, c'est un choix personnel par rapport à ce qui nous intéresse, mais le seul fait d'être ailleurs pendant une longue période avec des moyens relativement restreints, je dirais que ça fait la job. Donc, oui, absolument. Si j'avais des enfants, c'est ce que je leur recommanderais de faire. Aller voyager, puis longtemps, et pas avec un groupe, pas avec un ami, pas avec. Tu sais, tu peux faire une section avec un ami, c'est correct, là. Mais je pense que c'est très raisonnable de prendre des longs moments où là, on voyage vraiment 100% seul. Ça ne veut pas dire qu'on va parler à personne, des locaux et tout ça, mais je veux dire, le cerveau, il sait que des locaux, c'est pas comme des amis. Il y a pas de béquille tant que ça là-dedans. Ça se fait de façon différente. Donc, oui, mon premier voyage là, quand j'avais 20 ans. Puis c'est drôle, hein, je l'ai filmé, ce voyage-là, puisque je ne savais même pas ce que j'allais faire avec ça. Je sais, à 20 ans, quand je suis parti faire ce tour du monde-là, j'avais aucune idée. J'avais aucune foutre idée de ce que j'allais faire dans la vie. Zéro. Je savais pas que j'irais en psychologie, je savais pas que je coacherais, je savais pas que je ferais des conférences, je savais pas que je ferais des films, je savais rien. Mais la façon que ça s'est fait, ce voyage-là, j'ai pas eu le choix m'en est de faire face à moi-même. Puis à un moment donné, tu réussis à vivre avec soi. Puis à un moment donné, quand quelque chose s'appelle, ça a pris 3 mois, quand même 3 mois d'enfer. Là, à un moment donné, le cerveau, c'est comme tu deviens en relation avec toi-même. Tu fais, ben, coudonc, c'est moi, là. Puis je vais faire des choses. Puis c'est juste moi. Puis c'est tout moi. Puis là, c'est comme si tu as toi, puis là, le monde tourne autour de toi. C'est-à-dire, au lieu que tu te fasses trimballer à gauche puis à droite, puis tu essaies de correspondre à toutes sortes d'attentes autour pour plaire, parce que c'est essentiellement ça, là, notre problème. Ça s'appelle la validation externe. Je vais en parler un peu plus tard. Ben, là, on tombe en validation externe. C'est-à-dire, ben là, je mène les choses. Et ça, ce switch-là, il n'est pas facile à faire. Mais si tu peux le faire, ça change tout. C'est le jour et la nuit, l'avant et après. Et après ce switch-là, je me souviens, je pense que j'étais en Russie quand ça a vraiment commencé à opérer. Non, non, j'étais en Afrique. J'étais en Afrique, définitivement en Afrique, au Kenya. Et là, j'ai décidé que les choses allaient se passer à ma façon, puis j'allais relever mes propres défis. Puis ma relation avec moi-même, puis le monde a changé. Et c'est là que j'ai décidé de faire des films de voyage, faire du documentaire et parallèlement travailler en psychologie, puis travailler sur la communication interpersonnelle, les relations. Puis quand je suis revenu de ce voyage-là, j'ai fondé Psycom.
Donc, voilà. Ça, c'est la question 1. Autre question. Comment éviter d'utiliser la gratitude comme un narcotique? Bon, ce que je comprends par le mot narcotique, c'est une drogue, n'est-ce pas? On n'ira pas dans l'analyse de quelle molécule est spécifiée ici. Je vais assumer que c'est une drogue, donc mal. Bon, la gratitude, ben, bon, premièrement, j'aimerais vous dire que j'ai enregistré hier ou avant-hier 2 vidéos complémentaires, partie 1 et partie 2, qui concernent exclusivement l'analyse de la gratitude et les méthodes que je propose. Il y a une gratitude qui est assez inefficace, qui est largement utilisée, mais très inefficace. Et il y a une autre forme de gratitude qui, elle, est extrêmement efficace, mais est techniquement plus complexe puis est différente. Donc, je passe ces 2 vidéos-là à le décortiquer. Donc, comme c'est un gros sujet, je vais vous inviter à suivre le prochain vidéo. Je pense en début de semaine prochaine, ça va être diffusé sur la gratitude où je vais adresser spécifiquement dans le détail chacune de ces composantes-là. Fait effectivement, c'est un sujet qui est très, très important, la gratitude, mais c'est comme n'importe quel outil. Si on ne sait pas s'en servir, ça ne donne rien. Donc, ça prend plus de techniques, si je peux dire, pour avoir une gratitude ou une méthode de gratitude qui est vraiment puissante, qui nous construit, qui nous donne de l'énergie, puis pas juste pendant une seconde. Je passe à l'autre question, donc. Alors, comment savoir que nous sommes prêts à débuter une nouvelle relation amoureuse? J'avais parlé un peu de relation amoureuse la dernière fois. Si nous continuons de vivre des émotions liées à de petits deuils d'une relation passée. Advenant une nouvelle relation, comment dealer avec des bulles de nostalgie qui peut nous habiter parfois? Grosse question. Bon, qu'est-ce que je dirais bien là-dessus? OK. Ça dépend comment on conçoit qu'est-ce qu'une relation amoureuse. Je dirais qu'à la base, la formulation des questions relatives aux relations amoureuses implique certains paradigmes qu'on prend pour acquis. Entre autres, la nature d'une relation amoureuse. OK, ouais, on va aller demain. Bon, il y a, y a plusieurs composantes qui ont été démontrées qui sont impliquées dans une relation amoureuse à long terme. Il y a 3 composantes essentiellement. Il y a l'attraction, la dimension physique et sexuelle. Il y a l'intimité et il y a l'engagement. Ce sont les 3 piliers qui sont jugés comme extrêmement importants dans le développement et le maintien d'une relation à long terme. Bon, déjà là, je veux dire, on ne pense pas à ça. Alors que ça prend ces composantes-là à différents dosages. Parmi ces 3 piliers-là, OK, attraction, intimité, engagement, le plus important, c'est l'intimité. L'intimité est proportionnelle au niveau d'attachement et à la relation en soi. Fait que la relation intime, la relation amoureuse, ça doit tourner beaucoup autour de l'intimité et non pas l'attraction. L'attraction, ça implique beaucoup d'énergie à court terme, c'est-à-dire le fait d'être attiré par quelqu'un, c'est très sexuel, c'est très fusionnel et puis c'est fort. Je veux dire, c'est très fort, là, cette énergie-là qui nous attire l'un à l'autre. Mais cette attraction-là, ce n'est pas une relation. L'attraction n'est pas de l'intimité. L'attraction, c'est quelque chose qui se passe à cause d'un paquet de facteurs, de circonstances, mais ce n'est pas quelque chose qu'on bâtit, qu'on retrousse nos manches puis on le fabrique. C'est pas comme ça que ça marche l'attraction. Par contre, l'intimité, la relation, c'est quelque chose que tu fabriques. C'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et les interactions humaines, les dialogues, les stratégies de communication sont directement reliées à la capacité de développer l'intimité et donc de développer ce qu'on appelle la relation. Puis bon, puis là, le troisième, c'est l'engagement. L'engagement, c'est beaucoup relié au but commun et pas seulement les buts objectifs, mais le fait on est des partenaires ensemble et aussi on a des buts communs. Fait que c'est l'engagement comme thème général, mais ça implique plusieurs types d'engagement. Donc la question, c'est plus, OK, mais qu'est-ce qui arrive si on a de la difficulté
à digérer une relation qui a terminé. Bon, là, la question, c'est sûr qu'elle est assez générale, fait qu'il y a plusieurs types de scénarios possibles. Euh, je pense pas que ça soit nécessairement malsain de temps en temps d'avoir une pensée pour une relation passée. Parce que une relation passée, ça fait partie de notre histoire. Et donc, je vois pas en quoi ça serait raisonnable de faire des croix sur notre histoire, puis là, d'oublier certains volets de notre histoire ou que certains volets de notre histoire ne nous fassent plus rien pour honorer une relation dans l'instant présent. Ça veut dire qu'il faut nier des parties de notre passé pour honorer des choses dans l'instant présent. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Puis je pense que ce n'est pas réaliste. Je pense que ça ne se fait pas vraiment. Mais je pense que c'est faux, essentiellement. Bon, mais la question, c'est est-ce que ces bulles-là de nostalgie, comme ce qui est écrit dans la question, nous empêchent d'augmenter notre intimité et donc la relation avec une personne? Ça commence à être plus problématique. C'est-à-dire si la nostalgie implique consciemment ou pas, une comparaison, c'est-à-dire un rating entre une relation passée et la relation dans l'instant présent, on fait compétitionner deux choses. Quelque chose qui n'existe plus, qui est un souvenir, versus quelque chose qui est tangible dans l'instant présent. Cette comparaison-là va avoir tendance à être ce qu'on appelle du maximizing dans les stratégies décisionnelle, c'est-à-dire on essaie d'avoir le maximum de bonnes caractéristiques de tout en faisant zéro deuil. Donc, le maximum de tout. Et comme c'est presque impossible d'avoir le maximum de tout sans laisser quelque chose de côté, ça nous fait douter de notre choix. Et ce doute-là inhibe l'engagement. Et cet engagement-là est directement impliqué dans le développement des relations amoureuses, autant dans le développement de l'intimité et dans le développement du troisième pilier des relations qui s'appelle l'engagement lui-même, évidemment. Donc, la comparaison entre une relation passée et la relation présente, je ne pense pas que ce soit bon. Et c'est très différent, cette comparaison-là, que lorsqu'on pense à un souvenir, que ce soit une personne ou un événement, on vit des choses. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le fait de comparer avec moi, je pense que c'est peut-être mieux ce que j'avais avec l'autre personne versus ce que j'ai là. Cette comparaison-là, selon moi, c'est illégal. Jamais on ne doit faire ça. Il n'y a aucune solution, aucun avantage à un processus relatif à ça. Et lorsque ça se passe, typiquement de ce que j'ai vu dans des clients et par expérience, puis euh, même la littérature a une tendance là, à parler de ça. Bon, la littérature peut-être un peu plus humaniste, peut-être moins cote comme ça, mais bon, disons par expérience, autant pour moi-même qu'avec mes clients, depuis une quinzaine d'années, la comparaison, ou lorsqu'on a le goût de comparer avec quelque chose du passé, il y a quelque chose qu'on n'a pas été capable d'apprendre d'un événement. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Peu importe l'événement passé, c'est une responsabilité de comprendre ce qui s'est passé, d'extraire le sens et d'extraire l'apprentissage de ces événements-là pour prendre des décisions plus fortes et engagées dans l'instant présent. Ça, c'est sain. Lorsque ce sont des bulles de nostalgie, bulle, je ne sais pas ce que ça veut dire, le mot bulle. Si c'est une bulle de juste une émotion, OK. Mais si ça implique une émotion, plus une comparaison, plus un regret, plus là, non. Là, il y a quelque chose qui n'est pas fait autant dans le deuil et autant dans l'apprentissage. Donc, moi, ma recommandation, c'est qu'il faut commencer urgemment à s'intéresser à ce qu'on apprend pour retrouver le sens et la force des actions et des décisions dans l'instant présent, parce que la comparaison, le fait de vouloir récupérer une partie du passé, consciemment ou pas, est désengageante dans l'instant présent. Et comme une relation à long terme est directement en lien avec justement l'engagement et le développement de l'intimité, ce processus-là contrecarre complètement cette stratégie-là, ce plan-là. Donc, en gros, très rapidement, c'est ce que je dirais, c'est ce que cette question-là me fait. Pourquoi est-ce si difficile d'entreprendre une perte de poids? Donc, on change de sujet. Perte de poids pour être en meilleure forme. Je connais les bienfaits d'un mode de vie santé. J'arrive à bien manger durant la journée, mais souvent, je perds le contrôle en soirée. Je gâche mes efforts de la journée. Ensuite, je me sens coupable et pourtant, je reproduis le même pattern le lendemain. Comment expliquer ça? Bon. Il y a plusieurs explications. Okay? Premièrement, puis là, attention, ce n'est pas la faute de personne, c'est une responsabilité individuelle qu'on a, mais on ne peut pas nier qu'on est dans cette société-là. Et c'est une société
qui est basée sur la consommation. Et pour la consommation, ben, c'est qu'il faut qu'on nous vende des choses. Puis toutes les stratégies de vente sont basées sur le fait de donner de la dopamine à court terme. Peu importe que ce soit de l'attention, que ce soit un buzz, que ce soit de la nourriture, c'est extrêmement puissant. Okay? Donc, la dopamine, c'est relié à des renforcements qui sont forts, tout comme n'importe quelle drogue. Donc, on est dans une société où est-ce que c'est très difficile de résister à la drogue qu'on a sans arrêt. C'est un fait. C'est difficile. C'est difficile de dire non, je ne vais pas faire ce choix-là, je vais refuser ça, ce plaisir-là, puis je vais courir après un idéal que je trouve bon théoriquement, mais qui ne suscite pas vraiment d'énergie à court terme. Et pire, ça suscite plus d'anxiété. Fait que là, on s'accroche à une idée qui va être plus dure. Mais c'est quand même ça le défi. Fait qu'on n'a pas le choix non plus. Donc, il y a le fait qu'on vit dans ce monde-là. Bon, après ça, maintenant, il y a beaucoup une composante, là, je dirais, motivationnelle là-dedans. À chaque fois qu'on poursuit des objectifs qui sont difficiles, on n'est souvent pas vraiment équipé pour faire face à ce défi-là. Quand je dis équipé, c'est-à-dire on ne réalise pas quelle stratégie il va falloir mettre en place pour faire un pas de plus. Souvent, comme n'importe quel marketing, on se fait vendre des idées ou des idéaux et on se fait refléter que c'est accessible à tous puis que c'est facile à faire. Moi, mon opinion, c'est que tout est assez difficile à faire. La preuve, c'est qu'il n'y a pas un chat qui est en forme. La plupart des gens ne sont pas en forme. Okay? Il y a une raison à ça. Mais tout le monde est d'accord pour le fait que la santé et être en forme, c'est important. Fait qu'il y a une grande, grande dichotomie entre les idéaux qu'on a et nos comportements quotidiens. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste une personne qui a de la difficulté, c'est difficile. Donc, je pense qu'on sous-estime, premièrement, la difficulté de nos objectifs. Une remise en forme, c'est très dur. Une perte de poids, c'est très dur. Puis, je vais vous avouer, là, très personnellement, je suis habitué de jouer avec mon poids, mon corps, m'entraîner. J'ai cette habitude-là. J'ai été entraîné pour faire ça. J'ai eu en masse de pratique. J'ai eu plein de coachs. J'ai les connaissances pour le faire. Puis j'ai la psychologie pour me faire un plan de match. Puis je sais comment jouer avec mes affaires. Mais ça reste que c'est dur. C'est tellement dur. Là. Je veux dire, faire ce choix-là de ne pas avoir un plaisir court terme pour bâtir quelque chose à long terme, c'est extrêmement difficile. Je pense que quand on veut s'attaquer à une mise en forme, une perte de poids significative, même pas significative, c'est dur pour. Euh, il faut vraiment prendre des décisions qui sont plus larges pour sa vie, selon moi. Entre autres, est-ce qu'on veut être un constructeur ou on veut juste réussir quelque chose? Je pense que c'est beaucoup plus avantageux vivre comme quelqu'un qui construit versus quelqu'un qui essaie de réussir. Je suis pour la réussite, mais je pense que la réussite, c'est une conséquence, c'est un résultat. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de juste essayer de réussir, s'accrocher à l'idée finale. Je pense qu'il faut être fier de notre capacité à construire, à se construire. Et ça, c'est accessible. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un effort pour soi, on est plus fort, on vient de se construire. Et chaque petit choix qu'on fait personnellement, ça nous rend plus fort. Et chaque petit choix qu'on fait, c'est un deuil. Chacun des choix qu'on fait, c'est un deuil. À chaque fois que tu mets brocoli dans ta bouche, c'est quelque chose d'autre que tu ne mets pas dans ta bouche. C'est un deuil. Mais chaque coup de brocoli, chaque petite bouchée de brocoli, c'est une brique sur la construction que moi, je veux faire. Euh, donc, je pense qu'il faut adopter un mindset de construire. L'autre chose, l'aspect construire, l'aspect de poursuivre des grands objectifs qui sont très longs ou très difficiles à atteindre, ben, c'est comme il y a une question de persévérance et de pratiquer cette persévérance-là. Moi, je ne pense pas que c'est possible. Tu sais, quelqu'un qui dit moi, je n'ai jamais été en forme de ma vie, moi, je suis 100 livres overweight, puis là, je veux me mettre en forme, puis là, je suis mindé. Les chances sont extrêmement faibles de réussir parce que pour réussir des grands projets, il faut avoir pratiqué la réussite de projet. Point. Donc, mais là, déjà là, je sais que je perds du monde en disant quoi, non, je veux juste être en santé, comme si la vie nous doit d'être en santé. Pas du tout.
Du tout, du tout. La vie ne nous doit absolument rien. Faire n'importe quoi, c'est dur. Faire même des petits projets, réussir des petites choses, c'est déjà dur parce que c'est beaucoup de sacrifices. Il faut endurer plein d'émotions négatives. Puis on ne se sent pas bon pendant qu'on le fait, en plus. C'est vraiment dur poursuivre un but, point. Mais avant de commencer à poursuivre des buts qui sont très, très difficiles, il faut commencer par être en forme dans notre capacité à poursuivre des buts qui sont plus faciles, c'est-à-dire plus court terme et moins difficiles. Et plus on est capable de faire ça, plus on développe tous les mécanismes internes qui sont nécessaires pour la poursuite des buts à moyen et long terme. Donc, on développe ce qu'on appelle l'endurance ou la persévérance ou la discipline. Le succès en général, c'est beaucoup une question de ça. C'est beaucoup moins une question de perfection ou de talent, comme ce que les gens pensent. Ça, là, c'est tellement pas ça. C'est tellement une game de persévérance, puis de moyen long terme, puis de tous les jours refaire des choix, puis se relever sans arrêt, puis c'est très résilient. C'est vraiment dur de faire quelque chose. N'importe quoi. Fait que n'importe qui réussit un petit quelque chose, moi, je suis comme bravo, parce qu'il aurait pu faire d'autres choses. N'importe quel succès, c'est quelque chose qui a pris la place sur quelque chose d'autre. Et ça, c'est gros. C'est pas le succès en soi. C'est le fait que la démarche pour arriver là implique une série d'étapes qui auraient pu planter à chacune de ces étapes. Ça veut dire que c'est une série de choix qu'une personne a dû faire pour elle et ne s'est pas laissé faire pour dire non, moi, j'engraisse pas le système en dépensant pour m'étourdir, puis j'investis dans moi, c'est moi ma business. Donc ça, sur une base quotidienne, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, ça mène à ce qu'on appelle des succès. Okay? Mais ça, moi, ça me touche beaucoup, 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 parce que ça prend. Il faut vraiment que tu mettes tes tripes à la table pour vouloir quelque chose, puis dire je ne serai pas parfait, puis je vais me planter, mais je vais me relever quand même, puis je vais. C'est un art pour suivre quelque chose à moyen long terme. Donc, perdre du poids, faut considérer, ou se mettre en forme, considérer que c'est parmi les objectifs, parmi les plus difficiles. Et donc, il faut voir ça beaucoup plus large, comme la capacité en général à trouver des buts qui nous parlent, qu'on aime et qui ont une bonne dose de défi, mais qu'on est capable de faire au niveau où on est rendu. Et avec le temps, à force de réussir plein de choses, ben là, on développe une vision de nous-mêmes qui change, puis on développe vraiment les habiletés mentales et émotionnelles pour faire face à de plus en plus de dangers, de difficultés, d'ardeur. Et donc, on est capable d'en faire plus, puis de faire des grandes choses. Et là, ça s'appelle devenir soi. Mais la forme physique ou la façon dont une personne est en forme ou prendre soin d'elle, ben, ça parle de sa capacité à se prendre en charge elle-même. Donc, il faut pratiquer ça. Souvent, je parlais avec des propriétaires de gym, euh, des grandes chaînes de gym. Moi, ce que là, quand on regardait les chiffres, les statistiques, c'est que le monde lâche après environ 6 semaines, ou il arrête de venir au bout de entre 4 et 6 semaines. C'est comme, OK, mais quelles conditions un client qui s'inscrit à un gym y a pour réussir? Quasiment zéro sur papier. Zéro. Ouais, mais on a un coach. Ouais, mais le coach fait n'importe quoi. Il ne dit pas les bonnes choses. C'est trop difficile. Les buts ne sont pas bons. Il n'y a aucune condition psychologique pour créer de la persévérance. Les buts recherchés ne sont pas les bons, sont principalement régulés sur l'acceptation sociale et non pas l'actualisation de qui on veut être. Bref. Réussir quelque chose, ça prend des composantes. Et quand les composantes sont là, ça va être dur pareil, mais là, on augmente les chances de réellement de réussir. Mais on n'est pas là. Et ça sert à ça aussi la psychologie. C'est dire, tu sais, que la science a comme catché c'est quoi les variables importantes. Puis je pense que des discussions comme on a ce soir, ça sert à faire OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en place? Voilà, c'est ce que je dirais. Je vais passer à la prochaine question. Merci pour cette question-là. C'est une question qui, pour moi, ça ne touche pas se mettre en forme, juste perdre de poids. C'est comment relever un défi qui implique plusieurs sacrifices sur une base quotidienne. C'est comme, ça va prendre tout ce qu'on a, mais il faut commencer par une stratégie, puis il faut souvent commencer par des étapes plus petites. Puis souvent aussi, hein, c'est quand on réalise, je retourne sur la question, mais je vais juste rajouter ça, c'est quand on est capable de faire déjà quelque chose, un défi,
réaliser un défi ou atteindre un objectif, bien, le cerveau encode une capacité à relever un objectif au sens large. Donc, ce n'est pas relié, c'est pas ce qu'on appelle en science domaine spécifique. C'est-à-dire, si je réalise défi qui est relatif à, je ne sais pas moi, la rénovation dans mon salon, puis qu'il a fallu que je sois persévérant, puis je surmonte des défis, puis j'ai réussi ça, le cerveau il calcule que moi, je suis capable de réussir des affaires. Il faut que le cerveau sache ça. Et donc, c'est là où on développe la fameuse vision de soi. C'est pas en se disant, moi, je vais me trouver mes meilleures qualités, puis je vais me répéter mes belles qualités en me regardant dans le miroir que je vais être plus fort. Le cerveau, il comprend rien au langage verbal, de toute façon. Le cerveau, il parle l'action, le comportement, et il parle les émotions. Puis l'action, les comportements et les émotions, mais ce sont des amis qui se tiennent ensemble. C'est pour ça qu'il faut faire des choses. Le dialogue, ça ne marche pas vraiment. Donc, voilà. OK. Pourquoi y a-t-il autant de personnes seules quand à la base de l'humain bon, non, je vais redire ça, là. Pourquoi y a-t-il autant de personnes seules quand, à la base, l'être humain a le besoin d'aimer et d'être aimé? Ça, c'est une excellente question. C'est une très, très grande question. Euh, bon, OK. On va distinguer premièrement deux choses. Quand on dit personne seule, on implique le mot solitude. OK? Fait que je vais utiliser le mot solitude. C'est important de clarifier, est-ce qu'une personne est réellement seule ou elle se sent seule? Parce que c'est complètement différent. Il n'y a pas tant de personnes qui sont seules ou ce que je dirais mettons, isolées. Pas tant qu'il y en a, là, bien évidemment. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sentent seules. Et ça, c'est grave. Donc, évidemment, si tu es isolé, il y a des plus fortes chances statistiques que tu te sens seul, effectivement, mais ce n'est pas parce que tu as plein de monde autour que tu ne te sentiras pas seul. Donc, le sentiment de solitude est, selon moi, le nerf du problème actuel. Fait que quand on parle de solitude, c'est le fait de se sentir seul. Pourquoi? OK, bon. Si on compare à d'autres sociétés qui sont traditionnelles, qui sont plus simples en termes de fonctionnement, je n'ai pas dit inférieures, je dis plus simples en termes de fonctionnement, versus notre société ici, qui est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que je veux dire par simple ou complexe? C'est-à-dire que les règles du jeu sont beaucoup plus complexes ici que dans d'autres sociétés qui sont extrêmement traditionnelles. Les règles, c'est quoi? Comment être un bon humain? Comment être un bon enfant? Un bon homme? Une bonne femme? Pour une bonne famille? Quoi réussir? Comment on fait pour réussir? Comment on fait pour être fier de soi? Tout ça, dans les sociétés plus traditionnelles, ces règles-là, ces balises-là sont établies depuis plusieurs milliers d'années souvent, et donc on les connaît. Ça a été transmis de génération en génération. Il y a peu de changements. Donc, les gens connaissent les règles. Et parce qu'on connaît les règles, on est capable ensemble de jouer à des jeux communs. Le fait de poursuivre des enjeux communs, le fait d'avoir des règles communes fait en sorte que ça soude les liens, ce qui fait qu'on rehausse le travail d'équipe. Ça, c'est très, très important. On sait après quoi on court. On a besoin de s'aider les uns les autres et donc ça augmente le sens de nos actions et notre sens d'utilité pour soi et pour la communauté des gens autour. Tout ça, c'est parce que les buts sont clairs, les règles sont claires. Maintenant, puis oui, évidemment, dans la société traditionnelle, c'est moins grand, les gens se côtoient un petit peu plus, il y a une proximité physique, les gens vivent plus dans un même habitat, tout ça, là. Tu sais, il y a une condensation là, des humains, des attroupements d'humains qui se chevauchent, là, qui sont plus ensemble. Fait que ça joue aussi. Si on compare avec notre société à nous, ne serait-ce que dans les 75 dernières années, les événements technologiques ont tellement perturbé notre façon de faire, notre économie, nos modèles sociaux, nos priorités, nos buts, nos choix, en peu de temps, que les règles du jeu euh, sont devenues floues très, très rapidement. En ce moment, les règles sur comment fonctionner, sur qui je suis, qui je dois être, qui suis-je, quel genre de relation je veux, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, je suis bon dans quoi, c'est quoi le succès. Tout ça,
c'est flou. Il n'y a pas de réponse définitive que la société nous amène pour ça. Il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. Il n'y a pas de balise claire et donc il n'y a pas d'orientation. Un humain qui n'a pas d'orientation, c'est un humain qui est très susceptible d'être impuissant, donc d'être très anxieux et donc de douter de lui-même beaucoup. Donc, le doute de soi isole quasi automatiquement. L'autre chose, donc, ça fait en sorte que si plusieurs humains ensemble ne connaissent pas les règles du jeu, puis on est poignés les uns avec les autres, fait qu'on se voit, mais on ne sait pas à quel jeu on joue. Des humains ne peuvent pas collaborer ensemble, ils ne peuvent pas se rapprocher, ils ne peuvent pas avoir des buts communs, ils n'ont pas de méthode de s'ajuster ensemble, ils ne savent pas qu'est-ce qui vaut quoi. Et c'est un grave problème. La confusion des règles, c'est-à-dire en lien directement avec le sens de la vie, brouille à ce point les cartes que ça nous isole les uns des autres. Et donc, on est en train de se poser des questions sans arrêt et on ne sait pas à quoi correspond une relation, comment je fais pour savoir dans quoi investir, avec qui investir, quoi viser, comment on s'entend ensemble, qu'est-ce qu'on poursuit ensemble. Donc, les règles de relation ne sont pas claires, les règles de communication ne sont pas claires, les règles d'identité sexuelle maintenant ne sont pas claires. Maintenant, tu peux être tout ce que tu veux, un homme, une femme, non-binaire, tout ce que tu veux. C'est le free for all. Tout est permis. Allez-y, on est libre. Est-ce que les humains aiment ça tant que ça? Non. Et ça, c'est un gros facteur, c'est-à-dire les règles floues maintenant devant une société complexe ont une grande tendance à nous rendre anxieux et nous isoler, même si on est en présence physique les uns des autres. Parce que l'élément satisfaisant en lien avec les relations, c'est le fait qu'on a un intérêt commun à se parler, on a un intérêt commun à vivre des moments ensemble, puis on a un intérêt commun à s'en aller vers une direction euh, commune ensemble. C'est ça le but du jeu, c'est aller vers des directions communes. Mais sans ces règlements-là, on est juste comme deux âmes ou deux fantômes qui se côtoient comme ça. Et ça fait en sorte que ce ne sont pas des relations, ça ne crée pas le sens des relations. Et je pense que c'est directement relié à un sentiment de solitude qui est de plus en plus grand ici. Et ce qui est super, en plus, c'est que les médias sociaux font en sorte de geler cette impression-là et ça nous donne l'impression qu'on est en relation, mais on n'est pas en relation avec rien. On est juste devant un écran d'ordinateur en train de chercher la dopamine qui est une simili-relation. On n'est pas vraiment en relation. Puis le cerveau le sait. Mais sur le moment, ben, on essaye d'être en relation. Voilà. C'est en gros, c'est ce qui me vient. Merci beaucoup de cette question-là. Tu as parlé d'attention soutenue dans un de tes livres, dans un de tes lives. Je voulais savoir si tu pouvais donner des conseils pour pratiquer notre attention soutenue. Oui, l'attention soutenue, c'est un muscle. OK? Il n'y a pas 10 000 façons de le pratiquer. Il faut faire des exercices. N'importe quelle tâche qui implique de se concentrer sur quelque chose pendant longtemps sollicite l'attention soutenue. Pour avoir de l'attention soutenue, il faut pratiquer un autre muscle qui s'appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est un processus cognitif qui est un espèce de filtre qui empêche les distracteurs ou les stimuli externes d'aller entraver notre attention soutenue ou d'aller overlapper la cible attentionnelle qu'on s'était donnée, puis là, nous fait dériver l'attention. Okay? Donc, pour pratiquer l'attention soutenue, il faut un petit peu, au même moment, travailler l'attention soutenue dans une tâche suffisamment longtemps avec une assez bonne intensité et parallèlement travailler à inhiber les distracteurs. Quand on regarde, par exemple, ne serait-ce qu'un écran d'ordinateur, puis là, on veut écrire quelque chose, un message, l'attention soutenue doit être là. Alors là, dans notre attention soutenue, OK, ça veut dire que notre attention soutenue va aller se figer, qui est en lien avec la fovea. La fovea, c'est une partie de la rétine où il y a le plus de terminaisons nerveuses. Et donc, là où on met notre attention soutenue, donc l'attention fovéale, bien, il y a beaucoup plus de détails là-dedans. Par contre, autour, il y a un genre de beigne, OK, qui s'appelle l'attention périphérique. Et là, c'est là où tu as des systèmes cognitifs qui déterminent ou qui vont aller détecter les distracteurs. C'est souvent des distracteurs relatifs à la saillance visuelle, c'est-à-dire quelque chose qui flash ou quelque chose qui est en mouvement. Et le but de travailler l'attention soutenue, c'est indépendamment
que l'attention périphérique détecte des choses, c'est de ne pas décrocher de notre but pour aller investiguer ce qui se passe autour. Par exemple, vous tapez un texte, puis là, il y a des pop-up qui arrivent, des messages textes, d'autres emails, tout ça, ça rentre dans le système attentionnel périphérique. Et là, il faut travailler à inhiber ça, c'est-à-dire, non, on ne regarde pas ce distracteur-là, ce n'est pas le bon moment. On focus sur la tâche. Et donc, ce travail-là, c'est vraiment une bonne façon de travailler l'attention soutenue. Un bon moyen, c'est de donner des cibles avec un temps déterminé, c'est-à-dire pendant les 15 prochaines minutes, il n'y a rien qui va entraver mon attention soutenue sur ma tâche principale ou sur ma cible principale. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Si on a de la difficulté avec l'attention soutenue, ne pas se donner le défi de se donner de l'attention soutenue pendant 1 heure. Ça va être beaucoup trop difficile, votre cerveau va aller décrocher parce que plus l'attention est fragile, plus l'anxiété a tendance à monter et descendre. Donc, tu as plus de fluctuations émotionnelles aussi. Fait que c'est comme, ça va ensemble. L'attention qui gigote, vous allez avoir les émotions qui gigotent. Ça va ensemble. Fait que si on veut stabiliser les émotions, il faut stabiliser aussi l'attention. Donc, on se donne des défis là, de 5 minutes, 100% focus, puis après ça, 5 minutes, parce que là, vous gâtez-vous, regardez n'importe quoi. Après ça, 5 minutes. Donc, pour développer ça, l'attention soutenue, il faut faire des moments où là, on est en attention soutenue. Puis ça, plus c'est sérieux. Par contre, ce que vous allez vivre, souvent, pour les gens qui commencent à travailler leur attention soutenue, vous allez vous sentir plus anxieux au début. Vous mettez votre attention soutenue, là, vous travaillez sur quelque chose, et là, vous allez avoir peur. Okay? Ça va être principalement la peur de l'échec. Parce que là, l'attention va faire tout ressortir l'anxiété qu'on essaye de camoufler quand notre cerveau décroche, qui est principalement la déception de soi et l'échec. À chaque fois que vous allez faire une tâche, vous allez sentir qu'on dirait que je suis plus anxieux. Oui, c'est parce que là, le cerveau n'est pas habitué d'être confronté à lui-même puis de dire, tu sais que là, tu travailles pour vrai, ça se peut que ce ne soit pas si bon que ça. Le cerveau déteste ça et c'est pour ça qu'on est tenté de regarder ailleurs, c'est-à-dire pour éviter sa propre échec, sa propre déception. Alors, l'idée, c'est de travailler ça puis de dire, ben oui, c'est pas parfait, mais c'est pas parce que c'est pas parfait que ça avance pas et on lâche pas. Donc, en gros, c'est ce que je vous dirais. Est-ce que c'est pathologique de ne pas avoir de dialogue intérieur? Ça, c'est bon, ça. Est-ce que c'est pathologique de ne pas avoir de dialogue intérieur? Je le sais pas. Je le sais pas. Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. À ma connaissance, les humains ont des dialogues intérieurs, OK, en général. Fait que la norme, c'est qu'il y a des dialogues intérieurs. Ça c'est sûr. OK? Bon. Maintenant, l'absence de dialogue intérieur. Tu sais, ce qui est dur, en science, c'est toujours dur de mesurer un pas quelque chose. Mesurer une absence, c'est très difficile. Mesurer une présence, c'est possible, dépendamment de c'est où puis comment on fait pour mesurer ça. Mais puis souvent, tout ce qui se passe dans la tête, ça va être par ce qu'on appelle des mesures auto-rapportées. Il n'y a pas de scanner qui lit les pensées intérieures. Ça va être des échelles ou des questionnaires où est-ce qu'une personne va expliquer, par exemple, le nombre de pensées intrusives qu'elle a. Puis bon, il y a toutes sortes d'échelles qui existent. Mais ne pas avoir de dialogue intérieur, il y a quelque chose d'irréaliste là-dedans parce que les humains parlent tout le temps. Le langage verbal est vraiment, vraiment important pour les humains pour s'orienter dans l'univers, pour s'orienter dans ses propres pensées. Donc, c'est présent, là. C'est vraiment présent. Est-ce qu'un humain n'a pas de dialogue intérieur? Ben, un, comment faire pour savoir ça? Deux, quelqu'un qui n'a pas de dialogue intérieur, je trouve ça peu réaliste comme hypothèse. Quelqu'un qui n'a pas de dialogue intérieur, je dirais, quelqu'un qui n'a pas le langage verbal va. Ça, serait réaliste. Mettons là, que, je ne sais pas, tu affectes les aires de Wernicke et de Broca, par exemple, là, qui sont deux aires importantes dans le langage verbal, dans l'expression verbale, dans l'encodage verbal auditif. Mettons, on les fait disparaître, là, ou qu'une personne n'a pas appris le langage verbal. Elle, c'est juste des grognements, puis, tu sais, le Mowgli, là, tu sais, là, élevé par des loups, puis bon. Là, je dirais, ouais, il n'y aura sûrement pas de dialogue, parce que le dialogue implique le langage verbal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion.
Même, mettons qu'on joue au jeu, on extrait, on enlève le langage verbal. Qu'est-ce qui reste? Il va rester des sensations, des images, il va rester des histoires, il va rester des pensées, il va rester des désirs. Tu sais, mettons, sur une base quotidienne, on ne parle pas tout le temps verbalement, souvent, on parle verbalement, mais des fois non, puis on imagine des choses, mais c'est comme, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie d'un narratif interne? Parce qu'un narratif, c'est pas seulement un dialogue, un narratif, c'est une histoire qu'on se conte, puis ça fait partie même de, de, de l'activation cérébrale, les histoires qu'on se conte. Donc, est-ce que ça serait pathologique? Je dirais probablement. Je veux dire, l'hypothèse, ça serait probablement un problème. Mais encore là, tu sais, c'est une question de validité là-dedans, puis une question de mesure là-dedans, comment on ferait pour savoir ça. Voilà. Mais la question était intéressante. Fait que, merci. J'ai remarqué que ce qui me donne le plus d'énergie me crée également aussi de l'anxiété. Il y a souvent une guerre au fond de mon plexus, comme si l'énergie me fait peur. As-tu des solutions? C'est difficile pour moi parce que il faudrait que je pose d'autres questions parce qu'il y a il y a trop d'éléments qui sont généraux, des éléments qui sont généraux, pardon, flous là-dedans. Tu sais, bon, par exemple, lorsque on s'attaque à quelque chose qui est important pour soi, on peut avoir de l'énergie puis de la motivation, mais aussitôt que ça va être important, il va y avoir une dose d'anxiété. C'est dur faire quelque chose qui est extrêmement important et significatif. 0% d'anxiété, j'y crois pas. Je crois pas ça. Puis, en fait, non seulement je crois pas ça, mais je pense pas que ça soit possible. Puis je pense pas que ça soit même sain. C'est comme l'anxiété, il s'en prend. Hein. Faut vraiment pas que ça parte au complet. Donc, il y a une espèce de dualité dans la motivation. Même quelque chose qui est très excitant, qui nous fait sourire, il va avoir une certaine composante d'anxiété. Puis oui, ce sont des ratios. Mais, euh, mais je pense que les deux sont très possibles. Mais là, dans la question, c'est il y a souvent une guerre au niveau de mon plexus. Bon, ben là, je ne le sais pas. De quelle intensité on parle? Mais là, ça change quand même des choses assez importantes. Euh, voilà des solutions. Il manque un peu d'infos, je dois avouer. Puis, je ne veux pas avoir l'air de résoudre des choses complexes sur la base de deux, trois phrases. Des fois, il y a des choses un petit peu, c'est plus pour moi une discussion, là, sur ce qu'on fait là. C'est plus, on utilise des questions pour réfléchir à des concepts et des choses, mais je ne pense pas que je suis capable directement, basé sur ces informations-là, d'être trop précis. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement une dualité là-dedans. Les choses importantes suscitent de l'anxiété. Ce n'est pas un problème. Tout est une question de ratio. C'est une anxiété qui est 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Ça va être une anxiété qui va être très immobilisante, très stagnante. Puis là, c'est comme on n'est pas dans des bons ratios. Fait que tant il y a aussi longtemps que la force motrice ou l'énergie qui va vers l'avant est supérieure à l'anxiété, c'est comme sur le vélo, là, le vélo va avancer, même s'il y a la gravité, c'est pas grave. Fait que voici, c'est ce que je dirais par rapport à cette question-là. Si tu avais le pouvoir de modifier ou d'améliorer un mouvement de pensée dans notre société, que ferais-tu? Si j'avais le pouvoir de modifier, d'améliorer un mouvement de pensée, je dirais, je dirais la victimisation. Je pense que c'est un des plus grands mots qu'il y a. Malheureusement, la victimisation prend de plus en plus de place avec les courants sociaux actuels, particulièrement avec la montée des, je dirais, 15 dernières années de l'extrême gauche, qui est essentiellement basé sur un narratif de victimisation. Maintenant, c'est quoi le problème avec ça? La victimisation, c'est un état autodéclaré où on décide qu'on est victime et de façon autonome, on peut choisir qui est l'oppresseur. Donc, quand on est victime, ça vient avec deux pôles, c'est-à-dire un oppresseur et un opprimé. L'opprimé, c'est la victime. Le problème avec l'hyper-victimisation dans laquelle est une période dans laquelle on est présentement, c'est qu'il y a des sous-groupes et de plus en plus de sous-groupes, des gens qui se mettent ensemble et déclarent eux-mêmes qu'ils sont victimes. Mais pour être victime,
et ils doivent forcément nommer un oppresseur. Alors, le fait de nommer un oppresseur provient des victimes elles-mêmes qui décident qui est l'oppresseur. Donc, les oppresseurs n'ont pas de choix, c'est-à-dire ils reçoivent le titre d'oppresseur. C'est très grave faire ça, parce que, premièrement, lorsqu'on veut dire que quelque chose ou quelqu'un nous opprime, ça ne peut pas être juste autodéclaré. Puisque je me sens opprimé, puisque je souffre, je dois trouver qui me fait souffrir. Et en ce moment, avec les médias sociaux, avec l'accès à l'information, avec le fait d'être capable d'éparpiller des idées, de créer des sous-communautés, ça se répand comme ça. Et donc, plus il y a des gens ensemble qui, pour différentes raisons, s'unissent et décident qu'ils sont victimes, ils peuvent nommer eux-mêmes les oppresseurs. Et ça fait un climat qui est très dangereux, qui est très, très dangereux et qui est de plus en plus dangereux, particulièrement en ce moment. Donc, il y a plusieurs sous-groupes qui déclarent qu'ils sont opprimés. Mais ça ne repose pas sur grand-chose, scientifiquement parlant. Les preuves ne sont jamais solides. Jamais, en fait. Pas que la victimisation n'existe pas, ça existe, évidemment. Évidemment, il y a des victimes, je veux dire, carrément. Là, il y a des personnes qui sont réellement victimes. Mais là, je ne parle pas de ça, je parle des courants sociaux. Et ça, c'est le plus grand problème parce que tant et aussi longtemps qu'on est dans un narratif de victimisation, ça inhibe toute prise de responsabilité. Et le fait de ne pas prendre des responsabilités et de ne pas être en action, c'est toujours auto-justifié, c'est-à-dire c'est une logique circulaire. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre mes responsabilités puisque je suis une victime. Je les prendrais, mais puisque je suis une victime, je dois mettre la faute sur quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là est toujours assez théorique, assez flou. C'est tout le temps quelque chose de plus grand. Puis il y a certaines personnes qui sont pointées, mais ça reste que ce sont des accusations qui sont très floues. En ce moment, c'est ça. C'est une mode être une victime en ce moment. Et en plus, ce qui est très maladif là-dedans, qui est très pathologique là-dedans, c'est que la victimisation en ce moment a toujours une espèce de vertu collée après. Fait que c'est très complexe, hein? C'est vraiment pas si simple que ça. C'est que toute la victimisation est construite autour d'un narratif d'oppresseur opprimé, mais pour conserver le narratif, ce narratif-là, alors il y a une espèce de vertu, un ensemble de valeurs, de vertus qui fait en sorte que je suis une victime parce que moi, je prône quelque chose qui est beau ou parce que moi, je défends une valeur qui est belle. Donc, une victimisation est toujours protégé d'une espèce de bouclier qui est très, très positif et vertueux. Mais dans la vraie vie, dans le vrai monde actuel, c'est juste une idée. Ça n'a rien à voir avec la réalité concrète. C'est juste un masque. Et ça, c'est un gros tabou en ce moment. OK? Même, juste dire ça, là, je veux dire, c'est pas quelque chose là, qui est à la mode de dire. Il y a certaines personnes qui ont le courage d'en parler, mais en ce moment, dire ça ou parler de survictimisation, c'est comme, c'est ça l'extrême gauche. C'est la définition même de l'extrême gauche et qui est un courant qui est très, très mauvais en ce moment. Et c'est la mode en ce moment. Donc, se trouver des grandes causes, être victime de quelque chose de plus grand, de toujours maintenir un discours d'oppresseur opprimé qui garde un peu dans une zone de confort et ça fait en sorte que jamais aucune prise de responsabilité qui est là au niveau individuel et ça augmente l'anxiété, ça diminue l'estime de soi. C'est vraiment un cercle vicieux qui est très, très négatif. Si j'avais un courant que j'aimerais améliorer un mouvement de pensée, c'est vraiment l'arrêt de la victimisation. Une petite dernière question. En quoi être minimaliste est superficiel? Très intéressant. Quelle est selon toi la bonne façon de consommer sans tomber dans l'excès? OK. Tous les mots qui finissent par ist ou isme, c'est ce qu'on appelle une idéologie. En général, les idéologies, c'est quelque chose qui est très mauvais. Parce qu'une idéologie, c'est une réunion de concepts ou de mots qui ont toujours une qualité de vertu, okay? Une qualité positive, mais c'est une idée qui est préfaite. Okay? C'est comme l'achat ou l'adoption d'une idée ou d'un concept ou d'un idéal qui est préfabriqué. Tout ce qui finit par isme ou ist. Okay?
Et quand une personne dit « moi, je suis », OK, euh, truc ist, la personne dit « moi, j'ai acheté un prêt-à-penser préfabriqué que j'aime ». Cette adoption-là, c'est l'antipode d'une réflexion et d'une démarche personnelle. C'est le problème avec les ist en ce moment. C'est qu'il y en a beaucoup et chaque ist défend quelque chose et donc est victime de quelque chose. Fait on touche à la nature victimisante de plusieurs concepts. Donc, quand tu défends quelque chose, tu es forcément victime de quelque chose. C'est toujours un problème, ça. Okay? C'est un cercle vicieux, de la défense sans fin, la victimisation sans fin. Donc, si une personne proclame ou se proclame à elle-même, moi je suis minimaliste, ben, elle s'est acheté le bouclier écrit minimaliste dessus. Ce n'est pas une vraie démarche. Ce qui est positif, c'est une personne qui se connaît, qui fait des choix qui sont constructifs pour elle, puis constructifs pour la société, pour l'environnement. Puis elle, ça adonne qu'avec ce processus-là, elle a besoin de peu. Bien, vu de l'extérieur, on pourra dire, oui, elle vit de façon minimaliste. C'est un constat. Ça, c'est parfait. Ça, c'est avoir ce que tu as besoin pour avancer. C'est génial. Puis si une personne est minimaliste de cette façon-là, il n'y a pas de problème parce qu'elle est en mouvement, elle est en mode contribution positive envers elle-même et envers sa société puis envers les gens autour, et c'est une bonne chose. Mais une personne qui défend une idéologie, que ce soit minimaliste ou pas, c'est superficiel. La défense d'une idéologie, c'est par définition superficiel. Et donc, l'idée, c'est fuir les idéologies, peut-être s'inspirer de différentes façons de vivre, mais là, il faut comme laisser tomber ça, puis créer une vie qui nous ressemble, qui est auto-responsabilisante, qui est en lien avec ses propres buts, et puis mener une vie qui est une série d'actions, de comportements, de choix qui ont du sens profond pour soi. Et ça, c'est la bonne façon de vivre, peu importe le ist auquel on peut être identifié. Et ça, c'est la façon de se sortir de la superficialité et d'entrer dans ce qu'on appelle le sens. Voilà, je m'arrêter là pour ce soir. Ça fait déjà presque une heure. Je vais me garder, il y avait quelques autres questions qui étaient là. On va pouvoir les garder. Je vous remercie pour vos belles questions. C'est vraiment des questions vraiment intéressantes. Ça me fait réfléchir beaucoup. Puis, veut pas, hein, c'est une certaine gymnastique, là, être capable de faire des liens. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment enrichissant. Puis, merci de vos questions. Puis, continuez de les envoyer. J'aimerais vous dire que la semaine prochaine, ça va être un live Q&A spécial tribal. Donc, on a reçu beaucoup de questions, là, mon équipe et moi, concernant la série tribale qui roule en ce moment. Des super belles questions, mais on trouvait ça important de le condenser dans un seul live, puis on va pouvoir là, aller à fond là-dedans, puis je pense que ça va être plus plaisant pour tout le monde. Et donc, la semaine prochaine, c'est un Q&A tribal. Donc, s'il y en a qui ont d'autres questions, vous les envoyez. Il y en a qui ont déjà envoyé les questions. On les a toutes gardées, puis on va y répondre. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. J'espère que le confinement se passe quand même bien pour vous. C'est sûr, hein, avec le temps qui passe, des fois, on s'habitue à certaines phases, puis il y a d'autres choses que c'est comme qu'on est plus irritable pour certains autres volets. Fait qu'il y a toutes sortes de dispositions puis de phases dans des éléments comme ça. Je pense qu'on s'en va du bon côté. Je pense qu'il faut garder nos bonnes actions en ligne puis justement être persévérant pour soi et en équipe. Et j'en profite pour remercier encore et toujours ma super équipe sans qui je ferais jamais tout ça. J'aurais pas le temps et j'aurais pas les connaissances, la capacité de tout faire ça. Fait que merci beaucoup en premier Jérémy Lapierre, merci Valérie Gendreau, merci Nathalie Rivière de Cometa. Et voilà, fait que à la prochaine à tout le monde.